Peut-on apprendre à un dauphin à écrire à la machine? Chapitre 8. La discipline est un sujet particulièrement délicat de nos jours, parce que beaucoup de mères sont déroutées par les opinions contradictoires qui sont émises à ce propos. Un livre conseille telle attitude, l'autre conseille l'inverse. Une voisine vous conseille une ligne de conduite, mais une autre ne jure que par le contraire. Les mères s'interrogent sans cesse. Suis-je trop sévère? Suis-je trop indulgente? Ai-je eu tort ce matin de donner une fessée à Patrick? Je crois que j'ai eu raison, mais je n'en suis pas sûre. Tout d'abord, qu'entendons-nous exactement par le mot discipline? C'est un mot au sens multiple et aux implications variées. Un dictionnaire le définit ainsi: instruire, éduquer, ou entraîner et châtier, punir. Comme synonyme, il propose entraîner, former, éduquer, instruire, exercer, régler, corriger, châtier et punir. Si vous interrogiez un groupe de mères au hasard, la plupart d'entre elles y verraient sans doute ce qu'il faut faire pour qu'un enfant se conduise convenablement. Dans l'esprit de bien des gens, discipline est presque synonyme de punition, comme moyen d'obtenir qu'un enfant se tienne bien. J'aimerais proposer une définition bien plus large: entraînement. Le mot discipline contient le mot disciple. Quand vous disciplinez votre enfant, vous l'entraînez vraiment à devenir votre disciple. À vous d'être son professeur. Nous devons, nous les parents, nous poser la question: quel est le but vers lequel nous tendons dans l'entraînement auquel nous soumettons nos enfants? Si nous réfléchissons sérieusement à la question, la plupart d'entre nous répondront que notre but est de former un adulte qui a appris à se maîtriser, à faire ses propres choix, à régler sa conduite, à exercer sa liberté en individu responsable. Des milliers d'expériences effectuées sur les animaux, des rats aux dauphins, ont apporté des indications sur la manière d'atteindre ce but avec nos enfants. Je demande aux mères qui me lisent de ne pas se choquer. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de différence entre votre enfant et un dauphin. Mais de même que les médecins ont beaucoup appris sur les remèdes et les vaccins en les utilisant d'abord sur les animaux inférieurs, nous avons beaucoup appris sur la façon de traiter les enfants en traitant expérimentalement des animaux inférieurs. C'est ainsi qu'un psychologue désira un jour étudier sur des animaux l'efficacité de différentes méthodes d'éducation. Il fit passer à travers un labyrinthe 2 groupes différents de rats, un à la fois, avec de la nourriture à l'autre bout. Il s'agissait d'utiliser 2 méthodes différentes pour découvrir laquelle réussirait le mieux. On guida un des groupes sur le bon chemin jusqu'à la nourriture, chacun dans un petit chariot à rats manipulé par le psychologue. Les rats du second groupe furent simplement placés dans le labyrinthe, là encore un à la fois, et on laissa chacun trouver son chemin en se trompant et en tâtonnant 20 fois de suite. On les lâcha ensuite, 2 par 2, en prenant un rat de chaque groupe. Le second groupe arriva largement en tête, parce que les rats du premier groupe n'avaient pas eu à réfléchir sur la disposition des couloirs qu'on leur avait fait traverser dans le chariot. Vous percevez le rapport entre cette expérience et la méthode pédagogique moderne de la découverte. Un enfant retient beaucoup mieux ce qu'il a lui-même découvert que les notions toutes prêtes qui lui sont fournies par un professeur. Cette expérience est très révélatrice de la manière d'enseigner à un enfant à se contrôler lui-même. Si les mères et les pères avaient une expérience personnelle du dressage des animaux, ils ne commettraient probablement pas les fautes les plus courantes constatées dans l'éducation des enfants. Cela peut sembler un peu exagéré. Aussi, vais-je vous donner un exemple. Les mères et les pères dans tous les États-Unis se donnent beaucoup de mal pour rendre leurs enfants insupportables. Ces parents bien intentionnés ne s'en rendent pas compte, bien entendu. Mais l'attention, l'approbation et l'affection qu'ils accordent aux enfants sont des encouragements puissants. Tout comportement d'un enfant qui entraîne attention et réaction de chez ses parents se trouve encouragé et fortifié. Prenez la scène suivante observée dans un magasin. Un enfant demande quelque chose d'une voix calme. Sa mère ne répond pas. Elle est occupée à parler à une amie ou à un employé. La voix de l'enfant se fait plus forte, plus plaintive et plus pressante. La mère réagit enfin. Sans le vouloir, elle a appris à l'enfant que plus il élève la voix, plus il est désagréable. Plus il insiste, et plus il a des chances qu'on lui cède.
Inconsciemment, sa mère a suivi le chemin le plus direct pour apprendre à l'enfant à être détestable. C'est comme si elle se disait « Je désire que Patrick apprenne à être détestable, à demander ce qu'il désire de la façon la plus irritable et la plus déplaisante. Chaque fois qu'il demande quelque chose gentiment et sans crier, je suis trop absorbée par mes activités de grande personne pour lui prêter attention. Je ne lui répondrai et ne lui accorderai mon attention que s'il fait la comédie, boude, crie ou fait une grosse colère. » Un jour, un garçon de 8 ans que je voyais pour des séances de psychothérapie avait un nœud à son lacet de chaussure. Il me demanda de le lui défaire. Je lui dis « Je suis certain que tu peux le défaire toi-même, Richard. »« Non, je ne sais pas. Il faut que vous me le défassiez. »« Je sais que c'est difficile à dénouer, mais je suis sûre que tu peux le faire, dis-je. »« Je vais le faire dénouer par maman si vous ne voulez pas. » À ces mots, il ouvrit la porte donnant sur le salon d'attente et courut jusqu'à sa mère. « Maman, le docteur Dodson n'est pas gentil. Il ne veut pas me dénouer mon lacet. Défais-le-moi. » Au début, sa mère lui résista, suivant les conseils que je lui avais donnés auparavant, dans le but de lui apprendre à être indépendant. « Non, Richard, tu peux bien le défaire toi-même. »« Je ne peux pas. Je ne peux pas, défais-le. »« Tu peux le faire. Tu n'as qu'à essayer. » Richard entra dans une violente colère. Il se roula sur le sol et se mit à donner des coups de pied en criant « Je ne peux pas, défais-le !» Alors, la mère céda brusquement. « Ça va, Richard, dit-elle écœurée, je vais te le défaire. » Je décidai qu'il était temps d'intervenir. « Madame Goodwin, dis-je, vous allez commettre une erreur en faisant ce que demande Richard. » Elle s'arrêta, réfléchit pendant 1 minute et dit « Non, Richard, je ne déferai pas ton nœud. Tu peux le défaire toi-même. » Richard continua de hurler et de frapper du pied pendant quelques minutes. Puis, voyant que cette fois, elle ne céderait pas, il se releva tout d'un coup et revint en courant dans la salle de consultation. Je le suivis et je fermai la porte derrière nous. Il resta assis dans un coin, me tournant le dos pendant quelques minutes, silencieux et boudeur, puis il se retourna, me fit un sourire malicieux et me dit « Vous voulez jouer aux dames ?» Je lui répondis volontiers. Si tu arrangeais ce lacet, après nous pourrions jouer. Cette façon de réagir au comportement infantile et très humain de Richard est un exemple de ce qu'il faut faire pour ne pas encourager de mauvaises habitudes. On utilise les mêmes méthodes dans le dressage des animaux. Mais l'aspect le plus important de l'entraînement à donner aux enfants demeure bien sûr l'encouragement positif. Vous dites par exemple à un enfant de 8 ans « J'aimerais que tu me dises des mots à haute voix, aussi vite que tu peux, l'un après l'autre, n'importe quel mot, tous ceux qui te viendront à l'esprit. Vas-y. » Vous avez décidé à l'avance que chaque fois qu'il dirait le nom d'un animal, vous diriez « bien » et que vous ne diriez rien après les autres mots. Bien entendu, l'enfant ne sait rien de tout cela. Il commence à dire des mots. À chaque nom d'animal, quel qu'il soit, vous dites « bien ». Faites le compte des réponses. Faites cette expérience et vous vous apercevrez que le nombre de noms d'animaux augmentera peu à peu. Notez ce fait intéressant. L'enfant ne sera même pas conscient de ce qui se passe, mais il dira de plus en plus de noms d'animaux. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, vous l'encouragez de votre attention et de cette épithète louangeuse. Pour vous amuser, vous pouvez essayer avec les adultes. La prochaine fois que vous discuterez avec une autre personne ou dans un groupe, décidez d'encourager un certain sujet. Celui-ci importe peu. Les enfants, les vêtements, la politique, le jardinage. Choisissez-en un. Et chaque fois que le sujet revient dans la conversation, appuyez-le en manifestant une attention accrue. Dites « c'est intéressant » ou « je m'en étais pas rendu compte » ou « dites-moi davantage ». Si votre interlocuteur aborde un autre terme, gardez le silence. Vous verrez que vous obtiendrez les mêmes résultats qu'avec des adultes qu'avec des enfants de 8 ans. En fait, nous encourageons presque toujours chez les autres certains comportements. Songez aux enfants du monde entier, élevés dans des cultures différentes avec des langues différentes. À 6 mois environ, un enfant commence à gazouiller. Et ces gazouillements se ressemblent beaucoup, que l'enfant soit anglais, russe, chinois, arabe ou swahili. Mais quand ces enfants auront 2 ans, certains parleront anglais, d'autres russe, d'autres japonais, d'autres swahili, d'autres arabes, etc.
Comment est-ce possible? Aucun enfant ne naît avec des gènes qui lui permettront, lorsqu'il grandit, de parler une langue particulière. Les enfants du monde entier apprennent à parler leur langue distinctive grâce à des principes d'apprentissage psychologique bien établis. Tout d'abord, les enfants qui imitent les sons qu'ils entendent autour d'eux, qu'ils soient anglais, russes, chinois, etc. De surcroît, les parents de ces enfants encouragent certains sons émis par le bébé selon qu'ils soient anglais, russes, chinois ou arabes. Ainsi, un bébé couché dans son berceau qui gazouille tout heureux prononcera tôt ou tard un son comme ma, car c'est un des sons les plus faciles à maîtriser pour ces jeunes cordes vocales. Que se passe-t-il d'ordinaire quand il émet ces gazouillements? Ma. Si sa mère l'entend, il est probable qu'elle sautera de joie, cajolera le bébé et s'écriera « Il dit mama, il me connaît !»« Mon bébé me connaît !» En d'autres termes, par son attention et son amour, elle encourage vivement la combinaison particulière des sons qui signifient pour elle « maman ». Et suivant ce principe bien connu de l'encouragement, le bébé prononcera de plus en plus souvent cette combinaison particulière. Les encouragements des parents jouent un rôle déterminant pour influencer le comportement des bébés et des enfants. Il faut que vous sachiez quel type de comportement vous êtes en train de favoriser. Bien que de prime abord cette théorie ait pu vous paraître au début quelque peu tirée par les cheveux, vous pouvez maintenant comprendre l'importance de ces expériences de renforcement sur les animaux. Examinons 9 leçons importantes que la science nous a enseignées à la suite d'années de recherche sur la technique du renforcement.